Nobel de la paix. C'est une personnalité exceptionnelle que j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau de TV5 Monde. Bonjour, Denis Mukwege. Bonjour, Patrick. La force des femmes. C'est un récit absolument incroyable que vous publiez chez Gallimard, qui va être plus tard traduit, diffusé dans le monde entier. Et c'est presque un témoignage universel, un cri que vous lancez pour l'humanité. Absolument. Je crois à la situation des femmes dans le monde entier. Donc finalement, il n'y a pas un pays qui peut dire aujourd'hui qu'il fait mieux que les autres, peut-être, mais partout dans le monde, les femmes sont considérées comme des êtres de seconde classe. Et ça, je crois qu'il faut absolument pouvoir discuter de cette question pour trouver des solutions. Oui, vous êtes donc l'homme qui répare les femmes, selon l'appellation d'un film de Thierry Michel qui avait montré votre combat. En 99, vous montez un hôpital pour aider les femmes à accoucher au Congo. Et cet hôpital, par la guerre, par le fait que le viol est une arme de guerre, va devenir un lieu où les femmes victimes de ces guerres vont pouvoir être soignées grâce à vous. Effectivement, lorsque nous lançons le projet de l'hôpital des Panzi, nous voulions tout simplement continuer notre lutte contre la mortalité maternelle qui est très élevée dans notre pays, et c'est ce que nous faisions déjà à l'Emera, où j'étais médecin directeur pendant une dizaine d'années. Et malheureusement, la première victime que j'avais soignée n'était pas venue pour accoucher. Elle était venue puisqu'elle a été violée avec une extrême violence. Je n'avais jamais vu de pareil dans l'exercice de ma fonction comme gynécologue obstétricien. Oui, donc cet hôpital devient la clinique pour réparer les viols. Absolument. Depuis 1999, aujourd'hui, nous avons déjà soigné 70 000 victimes de violences sexuelles dans cette clinique. Et nous avons progressivement réalisé que le traitement médical ou chirurgical n'était pas suffisant. Et progressivement, nous avions ajouté 3 autres piliers, le pilier psychologique, le pilier socio-économique et le pilier légal. Donc, la guérison après viol avec extrême violence, les femmes subissent une humiliation, et cette humiliation qui vise à détruire les tissus sociaux. Vous ne pouvez pas seulement soigner les blessures, il faut aller plus loin, réintégrer ces femmes dans la société, mais également ces femmes qui ont subi des crimes odieux et crimes sexuels ont droit à la justice, ont droit à la vérité, ont droit aux réparations, et absolument, elles ont droit à la non-répétition de ces crimes. Oui. Et nous travaillons pour que ces femmes puissent avoir leur droit à la justice. Oui. Prix des droits de l'homme de l'ONU, prix Sakharov et prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, ce combat, grâce à vous, professeur, est devenu universel. Ce n'est pas grâce seulement à moi. Je pense que la question des violences sexuelles, c'est une question qui est universelle. On ne veut pas tout simplement en parler, mais dans les livres, vous verrez que j'évoque les différents continents que j'ai pu visiter, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. J'étais en Australie et je m'étais rendu compte que partout, c'est une question qui se pose, mais que la société, notre société patriarcale, essaye de tout simplement oublier, mettre au second plan, alors que c'est une question qui est là. Et je crois que tant que dans notre société, il y aura ces inégalités femmes-hommes, la violence contre les femmes va continuer. Donc il faut absolument pouvoir aborder cette question avec courage, mais avec détermination, oui. C'est-à-dire pour pouvoir trouver des solutions. Oui, vous dites au fond réparer les femmes, en l'occurrence, ou leur donner leur vraie place dans la société, c'est réparer toute la société. C'est réparer le monde. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit les capacités des femmes, dans le livre, je les décris très bien. Ce sont des femmes qui arrivent à l'hôpital avec des lésions innommables. Et souvent,
on peut avoir cette impression que c'est terminé pour elles. Mais ces femmes ont une capacité de se remettre debout, une capacité de se battre pour leurs droits, se battre pour le droit de leurs enfants et de la communauté. Elles deviennent des véritables agents de changement dans leur communauté, des leaders. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir utiliser ces capacités dans nos sociétés pour les rendre plus égalitaires et plus justes. Oui, oui. Ce livre, c'est un hommage absolument bouleversant, extraordinaire au courage incommensurable de ces femmes, à leur force au Congo, mais bien sûr ailleurs. Mais à un moment, vous racontez aussi une rencontre avec l'un des bourreaux. Absolument. Je rencontre un jeune homme qui veut absolument me voir. Il insiste pendant plusieurs jours. Il essaie d'obtenir un rendez-vous à l'hôpital et à la fin, je le reçois dans mon bureau. Et c'est un jeune homme qui ne pouvait plus retourner dans son village puisqu'il a été dans un groupe armé. Et ce groupe armé qu'il avait recruté, son initiation a été d'abord la mutilation de sa mère et ils sont revenus plusieurs fois dans son village pour commettre des crimes, y compris les crimes donc de viol. Et ce jeune homme ne savait plus retourner dans son village, mais il était complètement malade puisque quand nous terminons la conversation, je suis bouleversé et je pose la question, mais pourquoi vous faites ce que vous faites? Et il me répond, lorsque vous égorgez une chèvre, une poule, qu'est-ce que vous sentez? C'est la même chose que nous sentons lorsque nous tuons. Ouais. Et là, je me suis tout simplement effondré, puisque je m'étais dit, c'est très grave. Et en parlant avec lui, j'ai compris que, en fait, ces commanditaires de ces crimes, ce sont des adultes qui utilisent les enfants. Ils font un lavage des cerveaux à ces enfants. Et finalement, les enfants, ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils commettent des crimes innommables, tout simplement. Et je qualifie ces enfants soldats de bourreaux victimes, oui. Puisque ils commettent quand même des choses indescriptibles, mais également les personnes adultes qui font le lavage des cerveaux et puis les lâchent pour aller détruire les femmes. Je crois que ces gens doivent répondre de leurs actes. Oui. Devant des juridictions compétentes. Oui. Et ça n'est pas encore fait? C'est pas fait. C'est pas fait. Aujourd'hui, notre plaidoyer que nous essayons de mener au niveau local, au niveau de notre pays, mais aussi au niveau de la communauté internationale, c'est qu'on ne peut pas continuer à parler de 6 millions de morts en République démocratique du Congo, des centaines de milliers de femmes violées et 5 millions de déplacés internes aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Hier, j'ai eu des rapports qui viennent de ma province, le Sud Kivu, dans les hauts plateaux, où on continue à tuer, à déplacer des populations à Beni, Ituri. La même chose, pendant 25 ans, il est impensable que le monde, après 1945, qui avait dit « plus jamais ça », laisse ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo sans qu'il y ait une justice pour établir l'échelle des responsabilités et que les criminels puissent répondre de leurs actes. Oui, professeur, vous racontez votre parcours dans ce livre, la force des femmes, mais les premières rencontres, votre père, qui est pasteur, qui va vous mettre pour la première fois au contact d'un malade. Et qu'au fond, vous sentez à ce moment-là qu'il y a quelque chose à faire. Exactement. J'avais 8 ans et je me rappelle parfaitement ces moments où mon père est appelé pour aller prier pour un enfant malade. Et donc, j'étais admiratif de mon père, donc je l'ai accompagné. Et mon père avait prié comme c'est ce qu'il savait faire, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Et puis, il est parti. Je dis, papa, vous partez sans pouvoir donner à cet enfant des médicaments. Et mon père me dit, je ne suis pas médecin. Et là, je tombe de très haut, puisque mon père ne sait pas, il n'est pas médecin. Et j'avais fait un pacte avec mon père à ce moment, et j'ai dit, papa, je serai médecin, et toi, tu prieras, et moi, je donnerai les médicaments. Et je pense que depuis ces jours, en fait,
j'essaye de faire ce que je peux pour devenir le plus au service de la population malade dans mon pays. Oui, mais c'est un combat. C'est un combat difficile. Vous allez à un moment donné vous retrouver en Belgique, faites un discours, vous êtes menacé de mort dans votre pays, vous ne pouvez plus momentanément y retourner, et puis vous y retournez quand même, malgré les risques. En effet, je crois que j'ai subi beaucoup de menaces, mais en 2012, je crois que ça, pour moi, c'était dépasser la ligne rouge. Alors que je revenais de New York, où j'avais fait un discours aux Nations Unies. Donc j'arrive chez moi, il y avait des hommes en armes qui m'attendaient. Et dès que je suis arrivé, alors que mes filles étaient prises en otage, ils ont commencé à tirer. Et malheureusement, Joseph, qui vivait chez nous, il a essayé de me protéger. Et en essayant de me protéger, c'est lui qui a perdu sa vie. Et ça, pour moi, c'était trop. J'ai décidé de quitter le pays. Et je suis allé à Boston où je pensais pouvoir recommencer ma vie. Mais un mois après, il y a des femmes qui ont écrit à notre président de la République, à l'époque c'était M. Joseph Kabila, lui demandant de me faire revenir au Congo, qu'elles voulaient leur médecin à Panzi. Il n'y a pas eu de réponse. Elles ont écrit au secrétaire général des Nations Unies, il n'y avait pas de réponse. Et donc, au bout de 2 mois, elles ont décidé de commencer à vendre les légumes et les fruits à l'entrée de l'hôpital chaque vendredi. Et leur objectif, c'était de réaliser $50 chaque vendredi jusqu'à ce qu'ils aient le montant pour payer mon billet retour. Et effectivement, je trouvais qu'elles étaient vraiment gentilles, ambitieuses, mais ce sont des femmes qui ne gagnent pas $1 par jour pour vivre. Comment elles allaient payer mon billet retour en République démocratique du Congo? Mais à la 3e semaine, j'avais réalisé que ces femmes, elles sont fortes, elles ont un courage exceptionnel et que lorsqu'elles décident de faire quelque chose, elles y arrivent. À ce moment-là, j'ai pris la décision de retourner au Congo. Et il faut voir l'accueil que ces femmes m'ont réservé devant le général, le commandant de la police, le gouverneur de la province. Elles ont tout simplement dit à toutes ces autorités, si vous ne savez pas les protéger, nous allons les protéger. On aura 25 femmes chaque jour qui vont passer la nuit à l'hôpital pour le protéger. Et si quelqu'un veut le tuer, il faudrait qu'il tue d'abord 25 femmes. Moi qui les considérais comme vulnérables, j'ai trouvé qu'elles étaient même plus fortes que ce que je pensais, puisque finalement, dans ma faiblesse, elles m'ont porté. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces femmes que parfois nous avons tendance à considérer comme vulnérables, mais elles sont fortes à l'intérieur. Ouais. Vous dites, ce sont des héroïnes. Le mot est fabuleux. Héroïnes, finalement, puisque je crois que sans elles, je ne serais jamais retourné dans ces pays encore. Mais j'y suis aujourd'hui, puisque ce sont des femmes exceptionnelles. Et je crois que toutes les femmes que nous soignons, qui passent par le modèle holistique de Panzi, c'est-à-dire les soins médicaux, la prise en charge psychologique, l'autonomisation par des activités économiques, et celles qui arrivent à aller en justice, lorsqu'elles sortent, ce sont des femmes qui, on a constaté, elles sont vraiment des leaders. Ce sont des femmes qui dirigent leur communauté. Et j'ai beaucoup d'admiration. Elles sont tout simplement mes héroïnes. Oui, c'est un livre féministe. Vous êtes féministe, profondément. Je me trouve à faire des activités de féministes, mais moi, mon féminisme, ce n'est pas les hommes, les femmes contre les hommes, c'est les hommes, les femmes et les hommes ensemble pour changer la situation des femmes dans le monde. Et je crois qu'il y a encore, dans tous les pays du monde, il y a encore quelque chose qu'on peut faire pour rendre notre monde meilleur, où les femmes n'auront plus peur d'être violées lorsqu'elles sortent de chez elles le soir ou lorsqu'elles s'habillent comme elles veulent. Et je pense que les femmes ont déjà fait beaucoup. Pendant les derniers siècles, elles ont arraché beaucoup de libertés, mais il nous appartient aujourd'hui, à nous les hommes, de s'associer à leur mouvement
pour que finalement on atteigne ce que nous appelons aujourd'hui la génération égalité. Oui, parce que ce qui s'est passé, ce qui se passe, hélas, au Congo, fait dire que non, ça n'est pas la RDC, la République démocratique du Congo, n'est pas la capitale mondiale du viol. Ce qui s'y passe, ce que vous dites, c'est quelque chose d'universel, au fond, d'une sorte de masculinité qu'il faut changer dans le monde entier. Absolument. Je crois que ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est d'abord, puisque nous sommes dans un état de conflit qui a duré maintenant un quart de siècle. Deuxièmement, c'est puisque tout simplement, dans tous les conflits, on voit très bien que ce sont les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut quand il y a des conflits. Et là, vraiment, je me réfère à Simone de Beauvoir, qui, déjà en 1949, quand les femmes commencent à prendre certaines... à arracher certaines libertés. En France, c'est après la Deuxième Guerre que les femmes ont eu le droit de voter. Et à ce moment-là, Simone de Beauvoir dit aux femmes de faire très attention lorsque vous avez ces libertés. S'il y a une crise économique, politique, religieuse, on a vu dernièrement la crise sanitaire ou l'ouragan Katrina dans New Orleans, on a vu qu'à chaque fois quand il y a une crise qui arrive, finalement, ce sont ces libertés des femmes qui se perdent et le nombre de viols augmente. Et donc, ce qu'on voit dans les zones de conflit est patent, mais ça se passe de façon latente dans des zones, des pays en paix, mais on n'en parlait pas. Le tabou est là. Et dans le livre, je parle du silence comme une arme absolue de tous les bourreaux. Dans les sociétés en paix, on n'en parlait pas, mais dans les sociétés en conflit, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Europe, le plus proche d'ici, c'est en Bosnie. Mais il ne faut jamais oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont été massivement violées, mais ça n'a pas fait vraiment... on n'a pas repris ça dans l'histoire. C'est seulement aujourd'hui qu'on commence à écrire les viols qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça montre à quel point les femmes et la souffrance des femmes n'est pas prise en compte. Et donc c'est universel et la réponse doit être universelle. Oui, lorsque vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2018, professeur, vous aviez en vous tous ces visages de femmes que vous racontez, que vous relatez dans ce livre absolument bouleversant, toutes ces rencontres, tous ces visages féminins, et vous les portiez comme ça, j'allais presque dire, au regard du monde entier en recevant ce prix. Absolument. Je voudrais surtout aussi que le monde ne puisse pas les voir seulement comme des victimes. C'est pour cette raison que nous, à Panzi, elles sont victimes quand elles arrivent à Panzi, quand elles sont dans cet état de honte, d'humiliation. Mais lorsque elles quittent les traitements, souvent, elles sont des survivantes, ce sont des femmes qui sont capables de se battre. Et donc, je voulais porter ces femmes, les ramener à la lumière pour que le monde le voie autrement. Ce sont des femmes qui ont souffert, mais qui ne sont pas restées dans leur souffrance. Ce sont des femmes qui veulent s'en sortir et qui font tout pour s'en sortir. Et ce courage, il faut les célébrer. C'est un livre d'espoir, au fond. Eh bien, moi, je crois que le monde juste sera avec les femmes et ça apporte un grand espoir pour le futur. Merci beaucoup, Denis Mukwege. La force des femmes, c'est un livre absolument incroyable, exceptionnel, publié chez Gallimard et bientôt traduit et diffusé dans le monde entier. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été aujourd'hui notre invité exceptionnel sur TV5 Monde. Un monde sans viol. Ouais, et c'est notre rêve. Merci. Avec la voix de Myriam Makeba qui chante Congo. Merci, docteur Denis Mukwege. Kalundi la mwana busana